Bienvenue à La Grande Question, ici Patricia Ponce. Ici Charles Thompson-Leduc. La Grande Question, un balado qui aborde des sujets d'actualité en acquisition de talent. En RH, on discute du monde des affaires sous différents angles en abordant une question à la fois. Une question à la fois. Aujourd'hui, épisode spécial sur un mot qui me fait un petit peu peur. Oh, moi aussi. Ouais, j'ai très hâte d'en savoir plus, en fait, parce que moi-même, je ne connais pas ce monde-là. Donc, je vais en apprendre beaucoup, j'ai l'impression, aujourd'hui, et je vais poser peut-être beaucoup de questions. Donc, voilà. Ben, c'est excellent. Je pense que c'est le but du podcast. On veut apprendre sur le sujet. Absolument. Donc, en fait, je suis très contente aujourd'hui, Chuck, parce qu'on invite aujourd'hui un autre grand invité. Une autre grande invitée, effectivement. Une autre grande invitée qui s'appelle Raja Faour. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille? Oui, c'est parfait. Merci, Super. Raja, d'être là. Merci à vous, c'est un plaisir. Donc, Raja fait partie de l'Ordre des ressources humaines qui est important, en fait, je pense, pour le sujet et qui est depuis plusieurs années maintenant entrepreneur et coach, si je me trompe pas. Exactement. Donc, j'ai été en ressources humaines plus de 20 ans à peu près, un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 10 ans comme exécutive RH et ça fait quelques années que je suis coach, mentor et speaker. Super, bienvenue à La Grande Question. Merci. Et donc, pour entrer un peu plus en détail sur ton parcours professionnel, en fait, comme dans chaque émission, on a une section. Un segment, une section. Absolument. Qui s'appelle le one-pager. Le one-pager. Donc, Raja, le one-pager, on demande à tous nos invités de se... présenter. Oui, de décrire leur parcours professionnel de façon quand même assez concise, de style one-pager, comme si on ferait une présentation exécutive, mais on est dans un podcast, donc on allège le tout. Donc, Raja, la grande question, c'est quoi ton one-pager? Mon one-pager. Donc, mon expérience professionnelle, j'ai presque tout fait en ressources humaines. J'ai été consultante en rémunération pendant plus de 8 ans. J'ai travaillé en tant que directrice RH pour gestion de l'expatriation, ouverture de bureaux à l'international, recrutement, chasse de tête, recrutement international, etc. Oh, wow! Donc, j'ai pas mal fait le tour. J'ai même fait la paye. J'adore travailler avec les départements de paye. Je pense que le RH gagnerait beaucoup à être vraiment en grande collaboration avec les départements de finances, paye, comptabilité dans leur travail. Ça amènerait une grande valeur. On n'a pas le choix. En RH, tu n'as pas le choix que de travailler avec la paye, tant qu'à moi, si tu veux vraiment avoir un effet positif. Puis qu'il n'y ait pas de manque de communication ou de problématiques qui se produisent, que ce soit au niveau du salaire, de qu'est-ce qu'on a convenu avec l'employé, etc. Dès le départ dans l'offre. Dès le départ, il faut que ce soit une belle collaboration ensemble. Donc, ça, c'est une partie. Après ça, en tant que exécutive RH, j'ai pas mal tout fait. Là, tu gères les RH au complet, les assurances collectives, avantages sociaux, régime de retraite et compagnie. C'est quoi ton sujet préféré en ressources humaines? Écoute, moi, ce que j'aimais le plus faire en ressources humaines, c'est le coaching. Ah oui, OK. C'est quelque chose que j'adore. Les dernières années, c'était surtout ça que je faisais en entreprise. Donc, j'aime aller parler avec les gens, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les problématiques qu'ils sont en train de vivre, puis les aider vraiment, oui, exactement, les aider à s'élever. Il y a tellement de monde. Moi, je pense que tout le monde est un leader. Faut juste aller chercher le petit côté chez la personne pour l'amener à le voir puis l'amener à devenir son leader à elle, pour s'élever. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'on a cette perception-là qu'il faut être leader. Pour être leader, il faut être vocal, mais... Pas du tout. Exactement. Donc, il y a toutes sortes de leadership. Et des fois, tu sais, quand la société nous met en tête que si t'es pas vocal, t'es peut-être pas leader. C'est des belles découvertes là, en bout de ligne là, pour ces individus-là. On pense qu'il faut être vocal, puis on pense aussi que pour être leader, il faut être gestionnaire, il faut avoir du monde à gérer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui gèrent du monde qui sont zéro leader, puis pour être leader, il faut être leader de soi-même en premier. Fait que tu peux pas leader. Intéressant. Ta capacité de leadership dépend de ta capacité à te leader toi-même. Oh, wow! Fait que si tu as un manque de confiance, si tu doutes de certaines affaires, toi-même, tu vas t'arrêter et tu vas arrêter ton équipe. Si toi, ta capacité, tu as atteint ta limite, tu as un employé qui veut aller plus loin parce que toi, tu as des peurs, des craintes,
tu n'oses pas aller plus loin, tu limites ton équipe, tu limites ton employé, tu limites la progression. Oh, wow! Fait qu'en tant que leader, puis on l'est tous, il faut être capable de tout le temps travailler sur soi-même, d'aller chercher de l'avant, sortir de notre zone de confort, trouver des choses différentes à faire, innover, croître, grandir régulièrement à tous les jours, mais tu le fais premièrement pour toi. Puis ça a apparu beaucoup durant la pandémie. Moi, je l'ai vu de façon évidente, où est-ce que c'est des gestionnaires qui avaient de la difficulté, eux, à se gérer eux-mêmes pour revenir travailler au bureau à cause de l'anxiété que la pandémie, avec l'isolement que ça a créé, qu'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes. Et donc, comment tu veux convaincre ton équipe de rentrer au bureau quand toi-même, tu n'es pas capable de le faire? Donc, ça l'impacte inconsciemment. Absolument, les décisions qu'on va prendre en tant que gestionnaire. Puis surtout, tu sais, quand tu es au niveau de gestion, au niveau plus élevé des CEO d'entreprise, c'est le premier qui devrait être de retour. C'est le premier qui doit prendre action pour démontrer l'exemple pour que les autres suivent. Mais le faire de façon humble aussi, en reconnaissant que c'est difficile. Ben, c'est parce que c'est très confrontant, en fait, aussi. Fait que tu dois faire face à certaines choses qu'on t'a peut-être jamais dit auparavant, ou peut-être que tu dois faire face pour la première fois et ben, c'est challengeant. Donc, oui. C'est très challengeant, puis il y a une côté égo aussi. Oui. Donc, il faut être capable de mettre de côté, puis de dire, regarde, je le sais que c'est difficile, puis je sais à quel point ça peut être compliqué et difficile et tout ça, mais regarde, je vais le faire, puis je vais vous supporter à le faire aussi. On va s'entraider. Absolument. Ça amène une dynamique complètement différente quand tu es dans ce mindset-là versus, tu gères, tu es en train de gérer tes propres émotions à toi, puis ta propre situation à toi, puis tu prends des décisions basées sur tes peurs. Ben, le résultat ne sera jamais bon. Non, ça se transparaît. Puis là, désolée, j'ai posé une question puis j'ai interrompu ton one-pager, donc on disait est rendu que... dans autre chose. C'est ça, on est rendu là. C'est super intéressant. Développement. Mais tout ça pour dire que ça fait quand même plusieurs années que tu es à ton compte, tu as ta propre entreprise, que tu coaches. Dans le fond, c'est ta passion, comme tu mentionnais. Là. Exact. C'est ce que tu as Tu vas rentrer direct dans ce sujet-là, bon, c'est ma passion. Et donc là, le nom de ton entreprise, c'est... Be Limitless. OK, super. Fantastique. Donc, moi, je trouvais, Chuck, c'était l'invité parfaite pour discuter, en fait, de l'impact à voir si c'est encore d'actualité. Tu sais, depuis la pandémie, on le sait, on a parlé de pénurie de main-d'œuvre. Il y a eu des bouleversements économiques et autres qui ont dérangé le milieu du travail. Et donc, il y a eu la grande démission. Qui est le sujet de la grande question aujourd'hui. On veut parler de la grande démission. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange? Et est-ce que c'est vraiment encore d'actualité en 2023, post-pandémie? Est-ce qu'on veut vraiment en parler encore? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'on peut se préparer autrement? Donc... la grande question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est finalement la grande démission, en fait? Donc, c'est ça. La grande démission, ça n'a même pas commencé au Canada, ça a commencé aux États-Unis. Oui, c'est un mouvement qui part du Sud. Ça a parti des États-Unis là, durant la pandémie 2021. Puis il y a eu des grandes démissions aux États-Unis où est-ce que, la grande démission, c'est un grand regroupement de personnes qui ont décidé de démissionner presque en même temps, dans une courte durée de temps exact. OK. Qu'ils ont décidé, là, ça a commencé à démissionner beaucoup. Assez, c'est assez. Oui. Mais, le Canada, on n'est pas pareil comme les États-Unis. Est-ce que nous, on a vécu la grande démission ici? Non. Mon opinion personnelle. Il y en a qui vont dire oui, absolument. Y a-tu une petite démission? Je veux dire, y a-tu un petit mouvement ou moins? Il y a régulièrement du monde qui démissionne. Mais si tu regardes le chômage, on en parlait un petit peu tantôt, le taux de chômage n'a pas vraiment changé au Canada. Non, c'est vrai. OK? Donc, est-ce qu'il y a eu des grosses Depuis la pandémie. Depuis la pandémie, oui, il n'y a pas eu vraiment de changement. Ça se maintient. C'est très minime. Donc, il n'y a pas eu de grosses démissions, mais il y a tout le temps eu des démissions, je veux dire. Il y a plein de monde qui démissionne à tous les jours. Il y a tout le temps eu des démissions. Sauf que là, à cause de l'ampleur de ce qui s'est passé aux États-Unis, à cause de la COVID, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ça devrait en prendre tant qu'à moi. Puis je pense que ça a créé plus de peur. OK. Que d'autres choses. Que d'autres choses. Auprès des employeurs? Des deux. OK.
Mais, ça a impacté les employés, ou est-ce qu'il y en a qui commençaient à dire, mais là, devrais-tu démissionner? Pourquoi je reste ici, finalement? Il y a des gens qui suivent les tendances. Ah, il y a telle tendance, absolument. Je suis la tendance. C'est la mode. C'est exact. Je suis pas bien tout d'un coup ici. Il y a un peu de ça, mais ça a causé des peurs chez les employeurs. Que là, ils se sont dit, mais là, je veux pas perdre tous mes employés, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Puis, je pense que ça, c'est le côté positif. Parce que n'importe quoi qui est négatif, il y a son équivalent de positif. Oui. Fait que si on pense qu'il y a une catastrophe, c'est parce qu'il y a quelque chose de super bon qui vient avec. J'aime tellement cette mentalité-là. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a un autre qui s'ouvre, mais c'est tellement vrai pour ça aussi. Là. Absolument. Oui, toujours. Fait qu'on peut focusser que c'est la catastrophe, puis oh mon Dieu, je vais perdre tous mes employés, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis... Ou bien tu peux regarder le côté positif, puis dire, OK, mes employés, s'ils quitteraient, ce serait pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe chez moi? J'ai-tu un bon climat de travail? Est-ce que, tu sais, en coaching, personnellement, je regarde chez tout être humain, on a 6 besoins fondamentaux. Mm-hmm. Fait qu'on a tous le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Est-ce que l'entreprise donne à ses employés la possibilité à ce qu'ils se sentent en sécurité dans leur environnement de travail? Oui ou non? Je veux dire, si tu vis du harcèlement, si c'est toxique comme environnement, il y a des grosses questions à se poser. Il y a des ajustements à faire. Absolument. Deuxième chose, c'est que toute personne a besoin de connexion. On est des êtres humains, on est des personnes, on est émotionnels et on a besoin de connexion. On a besoin, c'est ça. C'est un besoin fondamental, effectivement. Connexion et amour. On va laisser l'amour de côté. On va parler de connexion pour le monde professionnel. Pour le professionnel. Fait on a besoin de connexion. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des connexions? Est-ce qu'il y a une facilité de créer des connexions, du travail d'équipe, des relations intéressantes dans ce milieu de travail où c'est des clics? Si on a des clics, on a des problèmes. Ça ne marchera pas. Puis ça vient de la haute direction. S'il y a des clics dans l'entreprise, ce n'est pas le problème des employés, c'est le problème de la haute direction. Il y a un manque de leadership qu'il faut travailler. Donc ça, c'est un deuxième besoin. Ton troisième besoin, c'est tout le monde, on a besoin d'être valorisé. Tout à fait. Est-ce que mes employés sont valorisés? Est-ce que mes gestionnaires que j'ai en place ont les vrais skills de leadership qui sont capables de valoriser les employés de façon efficace? Et on n'a pas besoin non plus de grand-chose pour valoriser quelqu'un. Là. Ça peut être une petite tape sur les épaules de façon virtuelle en disant « Good job, j'apprécie ce que tu as fait pour moi » ou « Super travail ». Ça prend une connexion avec tes employés. Il y a beaucoup de gestionnaires qui connaissent à peine leurs employés. Ouais. Ils se tiennent à part, puis ils ne viennent même pas leur parler, ce qui est absurde. Moi, je suis plus haut. Toi, t'es plus haut? Niveau hiérarchique, alors je te parle pas. Ouais, c'est ce que je pense qu'il peut y avoir des leaders comme ça. C'est absurde. Ouais. C'est absurde. Oui, ils pensent que c'est juste donner des ordres, là, puis fais ci, fais ça, puis c'est fini. Tu seras pas capable de valoriser ton employé parce que la valorisation est différente d'une personne à l'autre. Mm-hmm. Pour toi, c'est peut-être « Hey, salut, tu as fait une bonne job, je suis fière de toi ». Pour une autre personne, la valoriser, c'est de prendre 5 minutes puis de jaser avec, lui demander comment ça va, comment a été ton week-end. C'est tellement vrai, oui. Fait qu'il faut connaître ton monde, comment ils sont, pour savoir de quelle façon tu vas donner la valorisation à tes employés. Fait que ça, c'est un autre besoin. Et l'autre besoin, c'est on a tous besoin de grandir, puis on a tous besoin de contribuer. On a besoin de sentir qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Mm-hmm. Puis si l'employé, il n'a pas ça, ils sentent souvent comme... Moi, j'ai vu des employés, là, c'est pas le fun ce que je vais dire, mais c'est comme du bois mort. Ouais. Ils stagnent. Ils font la job, mais il n'y a aucune contribution, ils grandissent pas, ils sont pas contents dans leur job, ils sont là juste parce que... Il y a un chèque derrière. Pas juste qu'il y a un chèque derrière, ils ont le besoin primordial qui est le plus fort chez nous tous, c'est le besoin de sécurité. Fait qu'ils ont cette sécurité-là, puis ils y tiennent tellement qu'ils vont rester là, même s'ils sont malheureux. C'est une des raisons pourquoi les gens restent dans leur job, même s'ils sont malheureux. Oui. Ils se sentent en sécurité. Ils pensent qu'ils ont peur de l'inconnu. Si je pars de là, je vais peut-être avoir pire. Ouais. Tu sais, on dit le démon que tu connais, c'est mieux que l'ange que tu connais pas. Ouais. C'est pas vrai. Mais c'est quelque chose, c'est une croyance qui est très courante. Fait qu'il y a ce besoin-là qui est super important. Est-ce que mes employés ont la possibilité de grandir? Est-ce qu'ils ont la possibilité de contribuer?
Puis l'autre besoin est très, très important, c'est la variété. On aime la routine, mais on n'aime pas tout le temps la routine. On aime ça, les surprises. Mais pas trop. Mais pas trop. On aime les surprises qu'on veut. Oui. Qu'on a choisi. Oui, à notre rythme. Sauf que comment ça peut s'expliquer dans le monde du travail, la variété, c'est est-ce que la personne a la possibilité d'innover? Ou elle doit vraiment suivre une structure, puis c'est routinier à tous les jours. Mais si c'est routinier, puis c'est la nature de la job, elle est comme ça, est-ce qu'elle peut contribuer dans certains projets qui la sortent un peu de cette zone-là? Qu'est-ce qui est possible de faire? Très intéressant. Oui. Ces 6 clés-là, c'est wow. C'est clé. Un très beau portrait là, de un employé normal doit avoir tout ça, en fait, pour pouvoir fonctionner convenablement, correctement. Fait que dans le fond, c'est ça. Là. Si on veut faire de la rétrospection en tant qu'employeur, c'est de se poser la question, est-ce qu'on offre ces 6 besoins-là fondamentaux? Je me situe où par rapport à ça? Fait que la grosse problématique que moi, je vois en ressources humaines, c'est que on est facile, nous, en ressources humaines, à mettre en place des politiques, puis des programmes, puis des stratégies, des procédures. Oui, la petite feuille sur le babillard dans la cafétéria. Oui. Mais c'est quelque chose de pas trop, comment je pourrais dire, moins humain, très théorique. Ouais. Exact. Exactement. Et non pratique. Exact. Ou réaliste. Oui. Et il n'y a personne qui se relie, qui connecte à ça. Je veux dire, même les personnes en RH eux-mêmes qui font cette procédure-là, si tu lui poses réellement la question, ça te dit quoi? Tu la vis comment, cette procédure à tous les jours que tu viens de mettre en place? Concrètement, ça marche-tu? Il n'y a pas vraiment de réponse. Mais pourquoi on fait ça, finalement? Je m'inclus parce que moi aussi, je fais partie des ressources. Absolument. Pourquoi on fait ça? Souvent, c'est parce qu'on pense que ça va régler un problème. On pense que ça va régler un problème. Parce que la façon qu'on a étudié les ressources humaines, c'est que tu dois mettre des politiques puis des procédures en place pour régler les choses. Oui. Comme par exemple, politique, procédure sur le harcèlement en milieu de travail. C'était obligatoire, là, toutes les entreprises doivent l'avoir. Parfait, c'est excellent, c'est bien, mais arrêtons de faire du copier-coller. Comment on veut le faire, comment on veut l'appliquer réellement, nous, dans notre entreprise? Comment on le fait vivre? Qu'est-ce qui fonctionne réellement chez nous avec notre culture, la vision qu'on a, comment on veut traiter nos employés? C'est là que tu vas pouvoir le faire vivre dans ton entreprise. Fait que juste pour revenir, en fait, par rapport à pendant la pandémie, la peur, justement, des dirigeants, c'était peut-être pas une peur par rapport au fait que je vais peut-être perdre mes employés, mais c'est peut-être l'introspection en tant que telle qu'ils avaient et elles avaient à faire durant ce moment-là. Exactement, de revenir sur les points principaux de... Est-ce que je viens remplir les 6 clés pour tous mes employés? Et c'est cette peur-là, en tant que telle, qui drivait beaucoup le. Mais ça les confronte aussi. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de CEO qui ont été confrontés par je veux pas ce changement-là. Moi, je suis bien. Mais oui. Ils sont dans leur zone de confort, ça fonctionne. Mais là, tu me dis, je dois regarder ça. Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas. Moi, je vais avancer, là. Je veux pas reculer derrière, parce que ça peut être un certain recul obligatoire. Fait que ça t'empêche d'avancer à ta vitesse que tu voulais initialement. Puis, comme tu dis, il y a l'orgueil qui embarque là-dedans. Puis, il y a le confort aussi de faire rouler les choses toujours d'une certaine façon. Puis, le changement, ça fait peur. On a toujours fait ça comme ça. Pourquoi qu'on changerait la bonne recette? Oui. If it ain't broken. Donc, oui. et donc, d'après toi, là, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec, les principales raisons pour lesquelles on démissionnait dans le mouvement de la grande démission. Parce que la pénurie de main-d'œuvre, on le sait qu'il y en avait avant. La pandémie, ça n'a absolument aucun rapport. Puis on savait aussi que ça allait empirer avant la pandémie. Fait que ça, c'était quelque chose qui était déjà bon. Mais il y a eu des mouvements quand même au niveau de certains services essentiels. Il y a moins de gens à certains services essentiels. Fait qu'il y a eu un mouvement en tant que tel. Peut-être pas une grande démission, mais il y a un mouvement dans certains secteurs. Fait que voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, dans le fond, c'est ça. Je pense que la question de Chuck était plutôt, c'est quoi les raisons finalement derrière tout ça? T'sais, on a parlé des 6 besoins fondamentaux, mais concrètement, là, quand quelqu'un dit « Hey, ciao, bye », on dit « ciao, bye », pourquoi? Ou dans ce mouvement-là spécifiquement, parce qu'on a tous nos raisons à nous, mais... Mais je pense que c'est venu juste mettre beaucoup plus clair ce qu'on savait depuis longtemps. Moi, de mon expérience là, en rémunération, consultante en rémunération pendant près de 8 ans,
les gens démissionnent très, très rarement pour le salaire. Ça, on le savait depuis des années. Là, les gens démissionnent rarement pour le salaire. Il faut vraiment qu'ils aient une grosse augmentation, une vraie différence. Là. Ils ne vont pas démissionner pour un 2000. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne différence salariale pour que la décision soit prise basée sur le salaire. Fait qu'en grande partie, la majorité, ils vont démissionner parce que mauvaise relation avec le gestionnaire immédiat. Ça, c'est une des premières raisons que ça ne fonctionne pas, ils se sentent harcelés, c'est toxique. Du gros gaslighting, oui. Exact. Donc ça, c'est numéro 1. Ou bien, il semble qu'il n'y a aucune possibilité pour eux de croître ou de grandir dans cette entreprise-là. Ils vont stagner, fait qu'ils prennent le peu d'expérience qu'ils peuvent avoir là pour les aider à aller ailleurs, comme un tremplin, puis s'en vont ailleurs. Fait que ce qui arrive quand la COVID est arrivée, durant la pandémie, les gens ils ont eu des chocs où est-ce que là, leurs priorités ont changé. C'est vrai. On ne voit plus la vie de la même façon. Quand tu as vu des membres de la famille mourir, des gens très malades, etc., là, tu replaces les affaires différemment. Tu te dis, attends un peu, là. Est-ce que moi, je vais rester dans ce job-là ou est-ce que je suis malheureux, je ne suis pas bien, puis je vais endurer tel boss, puis ci, puis ça, pour à peine vivre, là, ou, tu sais, pour un salaire, je peux aller faire ce même salaire-là ailleurs. Ils ont commencé, les gens, à voir qu'il peut y avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités. Ils ne veulent plus se tuer au travail. On avait un rythme de vie qui faisait aucun sens avant la pandémie. Fait que moi, je pense que la pandémie, elle a des très, très... des côtés très bénéfiques. Absolument. Très bénéfiques. Malgré... j'enlèvais rien aux difficultés qu'il y a eu, puis tout ça, là, mais... Ça a été un exercice d'introspection, pas juste pour les dirigeants d'entreprise, mais également pour tout le monde. Tout le monde a repensé à leurs objectifs de vie, tout ça. Est-ce que c'est la vie que je veux vivre? Oui, finalement, oui. Obligatoire, même. Les priorités ont changé. Les gens, c'est devenu « je suis la priorité dans ma vie, puis je vais prendre soin de moi puis de ma santé. Je vais arrêter d'aller passer 2 heures dans le trafic le matin puis le soir. » Puis je vais demander à mon boss de m'accommoder après la pandémie. Il y a plein de monde qui ne voulait plus retourner au travail. Puis je les comprends. Mais d'un autre côté, il faut être capable de faire la part des choses aussi. Fait que juste pour répondre à ta question en premier, principale raison, selon moi, qui amène les gens à quitter, c'est qu'ils ne sont plus bien. C'est leur bien-être personnel. Les gens sont vraiment beaucoup plus conscients. Des fois, je cherche mes mots de l'anglais en français. Oui, c'est excellent. Tu traduis très bien. Sont beaucoup plus conscients de leurs vraies priorités puis de leurs vrais besoins à eux. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important en entreprise, que nous, on devient conscient de ça. Moi, je peux te dire, plusieurs employés qui voulaient quitter, que du moment qu'on a eu la conversation ensemble, puis avec l'information que je connais à cause du coaching et des besoins essentiels de chaque être humain, bien, les personnes, ils n'ont pas quitté finalement. Parce qu'ils voulaient quitter parce qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait un besoin de connexion. Le besoin de connexion n'était pas là. Pour eux, c'était super important. Ou ne connectaient pas avec les gens de l'entreprise. Il y a les deux. Il y a l'effort de l'employeur, mais l'employé aussi, peut-être les deux. C'est des deux côtés. L'employé ne faisait pas l'effort et l'employeur ne faisait pas l'effort non plus. Fait qu'il y avait ce besoin-là qui était super important. Et l'autre chose, c'est le gestionnaire voyait cet employé, je te donne un exemple là, que moi j'ai vécu, le gestionnaire voyait cet employé tellement bon, il voulait le mettre dans une poste de gestion, et l'employé, il avait peur de gérer du monde, ne voulait pas gérer du monde et ne voulait pas dire non à son gestionnaire pour ne pas le décevoir. Il était dans un conflit interne tellement grand qu'il préférait démissionner que d'en parler avec son gestionnaire. Quelle situation! Imagine. Alors, d'où l'importance pour les RH, s'il y a beaucoup de RH, j'espère, qui nous écoutent. On les salue. On les salue, puis qu'ils prennent ce message. Soyez proches des employés pour qu'ils s'ouvrent à vous, qu'ils vous parlent réellement de ce qui se passe, parce que vous pouvez les aider, ce monde-là. Et tenter aussi, des fois, je trouve, là, peut-être on déroge, mais je trouve le rôle des RH, c'est aussi de dédramatiser des situations ou de voir des situations autrement qui va venir justement amener à d'autres sortes de réflexions. Absolument. Donc oui, je trouve que
C'est important d'être proche des gens de toute façon, là, peu importe le rôle qu'on occupe. Mais là, ça me ramène en fait à la grande question en tant que telle sur le fait que est-ce qu'il y a eu une grande démission ou pas vraiment? Pas vraiment. C'est ça, je suis en train de me rendre compte. Il y avait plus de peur que de mal en réalité. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont démissionné. Au Québec. Sauf que ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait plus de monde qui démissionnait sans avoir eu d'autres jobs. Oui. Exactement. Oh, wow. C'était la tendance qui commençait à apparaître. Avant, les gens démissionnent quand ils ont trouvé un autre emploi. Oui. Mais là, on en voyait beaucoup plus qui démissionnaient alors qu'il n'y avait pas d'autre emploi. Donc, la raison de la démission, c'est pas parce qu'ils veulent un autre emploi, un meilleur salaire ou quoi que ce soit. C'est quand tu as des employés qui démissionnent puis ils n'ont pas d'autre emploi, pose-toi la question en tant qu'employeur. Qu'est-ce que j'ai à arranger? Puis ces gens-là... Puis c'est souvent au niveau du leadership. Moi, je reviens tout le temps là-dessus. C'est ça, t'es mal géré. C'est le leadership. Il y a un manque de confiance au niveau des leaders qui sont là. Il y a un skill set de leadership qui est manquant, qui a un impact sur les employés. Puis les employés commencent à quitter sans même avoir un autre emploi qui les attend parce qu'ils sont tellement écœurés, c'est fini. Mais je vais faire l'avocat du diable. Vas-y, avocate. Je vais mettre ce chapeau-là aujourd'hui. Je me dis, parce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux ou autres, mais oui, j'ai entendu des affaires. Et que finalement, les gens regrettaient leur démission. Parce que, tu sais, il y a eu quelques démissions, on a parlé, le mouvement était peut-être pas aussi fort qu'aux États-Unis, mais que justement, suite à leur démission, on découvre que finalement, le gazon du voisin, il est pas plus vert que l'autre. Puis, tu sais, c'est peut-être changer 4,30 sous pour une scène. Donc, c'est peut-être pas les mêmes inconvénients, mais finalement, il y a quelque chose aussi d'irritant dans mon nouvel emploi. Il y en a qui retournaient. Je sais pas si t'as une... C'est un mouvement? C'est-tu des histoires isolées? Est-ce que il y a beaucoup de monde, ou du moins tu as observé beaucoup d'employés qui ont quitté et ont regretté? Ça peut arriver à n'importe qui. Puis d'où l'importance que les RH aient des bonnes conversations ouvertes avec les employés. Parce qu'une personne qui quitte, il faut savoir pour quelle raison réellement elle quitte, pas pour la garder en entreprise. Moi, quand je faisais mes entrevues de départ, là, où je parlais avec un employé parce que j'ai su soit direct qu'il est venu m'en parler avant même d'en parler avec son gestionnaire ou peu importe, je m'assois tout de suite, je prends le temps puis je parle avec parce que faut que la personne... Moi, je m'en fous que la personne reste dans l'entreprise ou pas. Je veux dire, si la personne quitte, l'employeur, il va recruter une autre personne. C'est correct, il va avoir quelqu'un d'autre qui va faire la job. C'est la vie, c'est le cycle de la vie. Oui. Sauf que faut aller plus loin que ça, faut être humain. Puis, on est en ressources humaines. Faut vraiment être humain. Alors, mon travail, de la façon que moi je le vois, c'est je dois aider cet employé à prendre la meilleure décision pour elle ou pour lui-même en regardant les vraies raisons. Fait que c'est quoi la vraie raison que je quitte? Moi, cet employé-là qui voulait quitter parce que lui, il était en conflit interne puis il n'arrivait pas à communiquer son vrai besoin clairement à son gestionnaire. Il quitte aujourd'hui de cette entreprise-là. Il va aller dans une autre entreprise et il va répéter le même scénario. Ça ne s'est pas réglé. Ça va continuer dans sa vie. Fait que moi, mon rôle, de la façon que moi je le vois, c'est que je dois l'amener à régler ça. Je dois l'amener à voir ça clair puis lui donner des outils et des stratégies pour qu'il soit capable de communiquer et que ça soit une communication qui est efficace. Bon, on s'entend que c'est pas toutes les RH qui font ça, hein? Je suis d'accord avec ça. Parce que tu es en train de devenir RH/psychologue, carrément. Non, mais c'est RH/coach. D'où l'importance du coaching. Oui, effectivement, coach, c'est plus le terme, effectivement. Il faut vraiment être capable de coacher le monde. Moi, je pense réellement que les RH devraient... rentrer une genre de culture de coaching dans les entreprises parce qu'on se doit d'aider cet employé-là. Cet employé-là, une fois que tu l'as aidé une fois, s'il décide de rester, si vraiment le problème est relié à ça, puis c'est réglé, et la personne reste, je peux dire qu'il reste pour longtemps. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment, une connexion que tu viens créer, que ça va pas partir de même. Là. Non, c'est ça. Il y a quelque chose qui a décliqué. Là, c'est chez cette personne-là. Oui. Et là, tu pars de ton employé. Cet employé-là, c'est plus juste un employé. Ça devient ton fan. Les ambassadeurs, comme on dit. Exact. Et ce que chaque employeur
doit miser, où est-ce qu'ils veulent aller, puis chaque RH devrait regarder ça, c'est comment amener mes employés à être des fans, pas à les traiter comme employés. Donc, si tu regardes ça de cet angle-là, ta façon d'agir avec eux, la façon que tu vas les voir, ça va être complètement différent. Puis, tu sais, grande démission ou pas grande démission, honnêtement, tu vas t'en foutre pas mal parce que tu sais ce que tu fais, toi, à l'interne, puis tes employés vont rester, ils vont te suivre. Putain, un fan, il va pas te quitter à cause d'une rumeur. Non. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, je trouve que j'adore cette façon de penser. Encore une fois, tu sais, je suis pas certaine que la majorité, puis là, désolé tout le monde, que la majorité des RH ont le temps ou prennent le temps ou veulent prendre le temps d'aller plus loin dans leur conversation. Je suis d'accord avec toi. Et les transformer justement en des fans, je trouve que c'est quand même difficile concrètement à faire. Honnêtement, c'est pas si difficile que ça. Ah oui, OK. Parce que quand tu le fais, puis ça devient... En tout cas, pour moi, c'est comme une seconde nature. Je le fais naturellement. Ouais. Fait que quand ça devient partie de toi, puis c'est ta façon d'agir avec les gens, veux pas, les gens vont le sentir. Veux pas, c'est l'énergie que tu dégages, c'est ta façon que tu parles avec eux. Donc, c'est être vrai, finalement. C'est juste être vrai. Tu sais, il y a du monde qui venait me parler de l'anxiété qu'ils vivaient à cause de la pandémie, puis des gens malades dans la famille, etc., etc. Faut prendre le temps, puis gérer ça, puis parler avec ce monde-là, puis leur donner des conseils, puis voir avec eux. Il y a beaucoup de coaching là-dedans. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas capable de se gérer soi-même. Tu sais, moi, si je veux être capable de m'asseoir avec un employé qui est anxieux, puis pouvoir le calmer sa crise de panique, là, puis lui donner des outils pour s'améliorer, il faut que moi, je sois capable de faire ça pour moi-même. Il faut que j'accepte que oui, moi aussi, je suis anxieuse des fois, puis moi aussi, je peux être en panique. Oui. Puis être capable d'utiliser mes propres outils pour me calmer, pour que je puisse aider l'autre. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est ta capacité de leader les autres. Ça, c'est une capacité de leader, mais ça vient de ta capacité de te leader toi-même. Si moi, je suis pas capable de le faire pour moi, je pourrais pas le faire pour l'autre. Tout à fait. Fait qu'il y a un gros travail, à mon sens, à moi, au niveau des RH, surtout au niveau de la gestion, les gestionnaires en ressources humaines, de travailler au niveau de leur leadership, d'aller plus loin pour vraiment supporter et aider les employés. Pendant longtemps, moi, j'ai eu cette frustration longtemps, là, où est-ce que j'entends les RH, là, on veut être stratégique. OK, RH stratégique. Puis c'est un beau terme, là, RH stratégique, mais RH stratégique, c'est pas des procédures, c'est pas les paperasses dans lesquelles que tu es, c'est pas l'administration, c'est pas rien de ça. Si tu veux être un RH stratégique, commence à apprendre l'humain en face de toi. On vient à la base. Oui, la base de la base de la base. Oui. Et sois proche et fais ce genre de coaching-là avec tes employés. Amène tes employés graduellement à devenir des fans. Là, tu vas tomber dans le stratégique. Parce que du moment que tu fais ça, comment, tu sais, souvent, la question que je me fais poser, mais comment tu vas convaincre un CEO là, ou un CFO là, en finance là, de ce que tu viens de dire, c'est bien beau, mais... Monsieur Square là, qui veut pas changer, là, comment ça se fait? Mais tu peux tout mettre ça en chiffres. Moi, mon premier directeur que j'ai eu, là, c'était chez Standard Life, Robert Hamel. Meilleur directeur que j'ai eu. On le salue. Dans ce temps-là. On salue Robert. Et c'était en rémunération. Je faisais de la rémunération là-bas. Puis il m'a appris une leçon. N'importe quoi que tu fais en RH, tu le monétises. Absolument. N'importe quoi. Ou sinon, le monde t'écoute pas tant. Là. Fait que tout, tu peux l'amener, puis tu peux montrer à la haute direction, regarde, ça va diminuer les coûts de temps. C'est profitable pour X raisons. Voici combien en pourcentage, en chiffres, là, les profits qu'on peut avoir et tout. C'est faisable, c'est très faisable. Donc, parler le langage. Le même langage. Voilà. Traduire. Exactement. Mais parler ce langage-là ne veut pas dire que tu deviens plus humain. Non. Parce que non, tu fais passer le côté humain à travers les chiffres. Exact. C'est simple de même. Tu fais appliquer justement ce que tu veux faire. C'est génial. C'est génial. Mais écoute, moi, je trouve que ça fait quand même... le tour de la grande question. Oui, mais c'est de beaux sujets. Puis moi, ça me...
Ça me fait penser à plein d'autres sujets là, pour les mois qui suivent. C'est bon à savoir. On a des sujets pour les prochains mois. Oui, mais Rajan, on a quand même un autre segment pour toi qui s'appelle La Grande Rafale. Oui. C'est un segment où le beat est un peu plus rapide. Quelques questions qu'on s'est préparées pour, en fait, aider nos auditeurs à sortir avec des outils, en fait. Des outils concrets. Des petits trucs, des petites pensées, en fait, qu'ils et elles peuvent appliquer dans leur milieu. Ou qui fait comme un résumé là, de la grande question, parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses fort intéressantes. Ça fait vraiment le tour. Aujourd'hui, si tu aurais fait que ça part, juste en partant, ça part. On est prêt, ça part là. D'après toi, la principale, vraiment la principale raison pour laquelle les gens ont démissionné en 2023? Relation avec gestionnaire principal. Super. Ça fait beaucoup de sens. Oui. Ouais. Tu sais, on évolue, mais finalement, ça change pas, je pense. Non. C'est la même... C'était le même des années 60. Et je pense que oui aussi. En fait, non, on quittait pas notre job dans les années 60. C'était des jobs stables pendant longtemps. Mais bon, en tout cas, bref. C'est une autre époque. Le temps moyen, d'après toi, que les travailleurs attendent avant de trouver un emploi? Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Il y en a qui démissionnent en disant « enough is enough »,« assez, c'est assez ». Combien de temps après qu'ils se remettent de ce choc-là, on peut dire ça? Y a-t-il une moyenne? Trouver? C'est très variable, mais moi, je dirais peut-être 2-3 mois. Oh, wow, quand même, hein? Ouais. Le temps de digérer tout ça, profiter de la vie, puis après, on repart. Oui. OK, super, intéressant. D'après toi, est-ce que les travailleurs autonomes ou, tu sais, les consultants ont été touchés? Ah oui, Chuck? Ben, je suis ça, moi. T'es ça, mais est-ce que t'as fait, à un moment donné, enough is enough? Non. Non. J'adore ma job. Mais non. Parce que les consultants, les travailleurs autonomes, ils sont en train de faire ce qu'ils aiment faire. C'est de la passion. Ils sont motivés à tous les jours à faire ce qu'ils veulent. Ils se réveillent, ils sont contents de faire leur job. Est-ce qu'à l'inverse, on a vu un nombre élevé, d'après vous, ou de votre entourage, là, qui se sont transformés en consultants ou en autres en disant, écoute, moi, là, je vais vivre comme moi, ça me tente de vivre? Je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient, mais c'est pas fait pour tout le monde. Oui, ça, et c'est pas tout le monde qui est capable de prendre la pression d'être un travailleur autonome. Le besoin de sécurité, comme on a dit plus tôt, là, est tellement élevé chez les gens. Il y en a plusieurs qui feront jamais le pas à cause de ça. Oh, wow! Moi, de mon côté... Et il y en a qui essayent puis qui retournent rapidement parce qu'ils disent non, trop. Puis moi, de mon côté, je travaille dans un milieu qui est généralement avec des artistes. Donc, c'est tous des travailleurs autonomes. Oh, wow. Okay, et donc, il n'y a pas eu de mouvement ou de changement de leur côté, parce qu'ils ont été comme ça avant. Donc, no stress, on vit comme à l'habitude. Non, c'est ça. D'après toi, est-ce qu'il y a des générations qui ont été impactées plus que d'autres, soit aux États ou encore une fois au Canada par rapport à la grande démission? Je pense pas qu'il y a eu plus d'impact sur l'un ou l'autre, mais c'est sûr que les jeunes, ils ont beaucoup plus de facilité à quitter que les personnes plus âgées. Tu sais, quand on a... Puis la simple raison, c'est pas une question d'âge, c'est une question de responsabilité. Wow, oui. Quand t'as acheté une maison, t'as une famille, des enfants, etc. Des bouches à nourrir aussi, là, oui. Des acquis, t'as raison, oui. Donc là, tu dis, tu vas y penser beaucoup plus avant de démissionner. Un jeune... Il n'y a rien. Passe au prochain. Là. Je vais trouver d'autres choses, là, assurément. Est-ce qu'ils ont plus confiance aussi en eux, à trouver quelque chose d'autre? Je pense pas que c'est une question de confiance. C'est une question de le besoin de sécurité. Il y a moins de stress à ce niveau-là. Fait qu'ils disent, regarde, je peux prendre mon temps ou je peux avoir de l'aide ou mes parents vont m'aider. Ou, tu sais. Tandis que quand tu as des grosses dépenses, quand tu as des enfants, des écoles, un rythme de vie, c'est ça déjà établi. C'est autre chose. Fait que on parle de l'âge, là, mais je pense pas que c'est pas relié à l'âge, c'est relié au niveau de responsabilité que la personne a. Super. Puis je vais terminer avec, je pense, une question qui est quand même assez, je pense, controversée ou très intéressante, du moins pour moi. Par ma curiosité, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qu'on peut détecter pour envisager, comment pas envisager, pour prédire qu'un employé va quitter ou démissionner? Ça existe-tu, ça? Moi, un détecteur de... Ah oui? Oui. Le détachement.
Oui. Quand un employé est détaché. Genre, je m'en foutisme. Ouais. Il est complètement... On sent que son âme est sortie de son corps et il fait juste la tâche. Ouais. Il fait la tâche. Et là, peut-être qu'on s'en va tranquillement vers l'expression du quiet quitting. Peut-être pas du tout, parce que c'est peut-être pas la définition en tant que Le telle. quoi? Le quiet quitting. Ah oui. Mais le détachement, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Non, mais Yes. tu as absolument raison. C'est une des premières choses. C'est quand tu remarques un employé commence à être détaché, il n'est pas motivé, il arrête de contribuer dans les meetings, etc. Il parle plus. Soit il parle plus, ou quand il y a des commentaires, c'est toujours des commentaires contre-productifs. C'est des négatifs. Là. Ouais. Il est tout le temps en train de se plaindre. Là. OK, il n'y a jamais rien de bon qui fonctionne, etc. C'est des bons signes que... Faudrait peut-être qu'on se parle. Oui, Oui. oui. Okay. Absolument. Ben écoute, ça fait partie de la dernière question de la grande rafale. Notre dernier segment qui est aussi important, qui est la grande connexion Raja. Où est-ce qu'on peut te trouver, te parler, t'écrire ou quoi que ce soit? Où est-ce qu'on peut... N'importe qui veut me rejoindre peuvent aller voir mon site web belimitless.ca. Ils peuvent m'écrire à Raja, R-A-J-A-A, à commercial belimitless.ca. Super. Voilà. Simple comme ça. Yes! Excellent. Mais merci pour ta contribution. Merci à vous. C'était un plaisir. Absolument, absolument. Et en passant, le lien du site web est dans la description de l'épisode. Donc, pour les gens qui écoutent le podcast, vous avez juste à aller sur la description. Vous pouvez cliquer directement sur le site web et te contacter Raja directement. Du même coup, le site web de Selectus? Oui, aussi. Par contre, pour la grande question, moi, je préfère toujours le LinkedIn Pro. C'est toujours plus facile pour nous là, d'échanger. Même chose pour moi, Patricia Poncé, avec mon LinkedIn. Merveilleux, fabuleux. Merci à tout le monde qui s'abonne au podcast, qui t'écrit, merci. qui écrivent sur le site web de Selectus. Écrivez-nous pour savoir si vous avez, par exemple, des invités que vous voudriez inviter ou que vous voudriez qu'on invite ou des questions, des sujets qu'il faudrait qu'on parle. Nous, évidemment, on lit tous les commentaires. Donc, merci beaucoup de laisser un commentaire et une appréciation sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.